Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Une paille de plastique, ce n'est pas grand-chose, mais imaginez des millions de pailles jetées dans l'environnement. 500 millions de pailles sont utilisées quotidiennement aux États-Unis, soit une paille par jour par Américain. Des compagnies ont décidé de passer à l'action. La chaîne de restauration McDonald's, les rôtisseries Saint-Hubert et même les cafés Starbucks annonçaient récemment que leur soda ne se boirait plus à la paille chez eux. De nombreuses compagnies, des villes, des gouvernements, mais aussi des citoyens luttent de manière active contre le plastique et sa pollution. L'abondance de ce matériau peu dégradable dans l'environnement vient particulièrement nous toucher lorsqu'une baleine des Philippines s'échoue sur une plage pour mourir avec son estomac plein de plastique, comme nous l'avons vu sur les réseaux sociaux récemment avec une vidéo devenue virale. La production annuelle de plastique a atteint les 322 millions de tonnes en 2015. Et cela sans compter les fibres synthétiques utilisées dans les vêtements et les autres accessoires moins visibles. Et la production de plastique continue d'augmenter. C'est plus de 8 milliards de tonnes de plastique depuis les années 50. Sur toute notre consommation de plastique, moins de 10% de cette matière finira au recyclage. À peine plus, 12% sera incinéré et donc 80% du plastique, autrement dit la grande majorité, finit dans les décharges et l'environnement. Et beaucoup dans les océans où la faune marine va l'ingérer, en être malade et sûrement en mourir. Une petite paille par jour, vraiment ? Nous vous parlons de pollution et de plastique aujourd'hui. Restez là. Pour parler de la pollution par le plastique, les pailles qui semblent si inoffensives aux îles de plastique qui flottent dans nos océans, je reçois Amélie Côté, spécialiste en gestion des matières résiduelles et consultante. Elle a un blog, Bricapax, c'est ça? Oui. Bricapax. Bonjour. Bonjour. Je reçois aussi Agnès Lerouzic, chargée de la campagne Océan et Plastique chez Greenpeace Canada. Bonjour. Bonjour. Et Laure Mabilot, coordinatrice du festival Zéro Déchet, qui est organisé par l'association québécoise Zéro Déchet, je pense. Au point de vue quantité de plastique, une paille, ça paraît pas très lourd. Amélie, écoutez. Non, c'est pas une très grosse proportion de la génération de plastique. Un des problèmes qu'on retrouve, qu'on constate, comme par exemple pour les ustensiles ou pour les objets à usage unique, c'est que généralement, ils sont très peu recyclables. Donc, on les accepte pas dans les systèmes de récupération. Donc, ça peut devenir un contaminant, ça peut causer des problématiques. Et effectivement, la paille, ça a quand même frappé l'imaginaire collectif avec, je crois, la vidéo de la tortue notamment, là, qui avait une paille dans la narine, dans le nez. Donc, si ça peut avoir éveillé la conscience de certaines personnes, puis donner l'envie d'agir plus concrètement, mais la paille, c'est même pas la pointe de l'iceberg, là. Je saurais pas comment le quantifier, mais c'est vraiment une très, très petite proportion. Comme le sac en plastique en fait partie, mais c'est vraiment de réfléchir à comment changer les habitudes de consommation en général pour passer d'une culture du jetable à des produits davantage durables. Oui, Madame Lerouzic, les pailles, est-ce qu'on les retrouve beaucoup dans les océans? Justement, on voit des vidéos et puis... Mais juste vous donner peut-être un chiffre, les Canadiens en consomment 57 millions par jour. Aux États-Unis, ça s'approche du 500 millions. Fait que c'est sûr que si on interdit les pailles et qu'on se tourne vers le réutilisable, ça va avoir quand même un effet positif. C'est pas le top de l'iceberg, ça fait quand même partie des articles de plastique jetable qui sont les plus retrouvés sur les plages. C'est un article qui par design en fait est fait pour être consommé à l'extérieur. On consomme rarement des pailles à la maison, donc c'est invariable que ça termine dans l'environnement. Ça s'envole, c'est
c'est difficilement recyclable. Donc la solution, c'est plutôt de se tourner pour nous vers le verre, le métal. Il y a même des pailles en silicone aujourd'hui qui existent. Il y en a qui sont compostables, qui sont faites à partir de riz, à partir de sucre de canne, etc. Il y a beaucoup d'options qui existent pour remplacer le plastique. On estime que par contre, se tourner vers des pailles jetables qui seraient faites en papier, par exemple, ça déplace le problème plus que ça ne le règle. Donc, allons-y pour le réutilisable. Oui, c'est ce que j'allais dire. L'empreinte écologique d'une paille en acier inoxydable serait quand même plus élevée que celle d'une paille en plastique. Mais l'usage répété, peut-être, peut permettre de le réduire. Est-ce qu'il faut aller dans le réutilisable ou un changement plus radical de nos habitudes de consommation? Je pense qu'il faut installer du réutilisable, par exemple, dans les bars, etc. Puis, je pense que nous aussi, personnellement, on peut repenser notre façon de consommer. Ou de boire, on n'est pas toujours obligé de boire à la paille. Si? C'est ça, j'ai pas l'impression que ça soit un outil indispensable quand on boit un café. Donc je dirais qu'il y a un petit peu des deux dans les systèmes où c'est beaucoup utilisé dans le protocole comme des bars, etc. Oui, on peut peut-être penser à du réutilisable, à outiller différemment son commerce. Puis après, je pense qu'individuellement, on peut faire le choix de pas en prendre, puis ça se passe bien. Madame Lerosier qui avait un bon point tout à l'heure, c'est souvent à l'extérieur qu'on utilise des pailles. Donc ça dépend pas juste peut-être de la personne qui consomme, ça dépend de la personne qui va lui offrir la paille aussi, donc les compagnies. Oui, c'est pour ça qu'il faut agir à tous les niveaux. Il faut autant sensibiliser les consommateurs qui vont être en mesure de dire s'il vous plaît, je veux pas de paille, mais aussi justement les commerçants qui en donnent automatiquement. Mais bon, si on regarde la majorité des pailles, quand Greenpeace avait organisé des nettoyages et mené des enquêtes dans 5 villes canadiennes, on s'était aperçu que les pailles qu'on retrouvait majoritairement, c'était quand même des pailles de McDonald's, de Starbucks, de Tim Hortons. Donc c'est surtout les grosses compagnies qu'on voit en tout cas au Canada. Et c'est vraiment à tous les niveaux qu'il faut agir. Oui, donc c'est une bonne chose que les compagnies décident d'interdire les pailles et disent dans mon commerce il n'y en aura pas. Oui, c'est une bonne chose. C'est la voie à prendre, selon moi. Mais c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ce soit la seule action. C'est ça, il ne faut pas que ça s'arrête là. Puis surtout, les plus gros producteurs que je viens de citer, qui sont les grandes compagnies, n'ont pas pris cette décision encore. Oui, Madame Côté, quelle autre action alors? Ben, c'est que finalement, les pailles, c'est une petite proportion de ce qui est généré dans la restauration rapide. Après ça, souvent, ces commerces n'ont même pas de système de récupération en bonne et due forme, ne vont pas récupérer les matières organiques non plus, qui est probablement la plus grosse proportion de leur empreinte environnementale. Donc, faut pas non plus que le bannissement ou la non-utilisation des pailles vienne dédouaner l'absence d'action environnementale plus structurante aussi là. Et donc je suis tout à fait d'accord que ça prend effectivement des contraintes au niveau plus légal, réglementaire, qui est tout à fait possible, soit dit en passant, de mettre en œuvre s'il y a une volonté politique. En fait, en ce moment, on a une politique québécoise de gestion des matières résiduelles et on pourrait décider d'avoir des réglementations plus contraignantes, par exemple obligeant les entreprises à instaurer des systèmes de récupération, à réduire à la source, à prendre en différentes actions. Donc, la paille, c'est un élément parmi beaucoup d'autres actions. Puis souvent, c'est ça que j'ai l'impression qu'il y a un risque de dérive, de dire on n'aura plus de paille et voilà, nous avons fait notre action pour l'environnement. Vous êtes consultante. J'ai vu que vous avez fait des conférences auprès des écoquartiers, des personnes d'écoquartiers. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que les écoquartiers
peuvent avoir une influence sur les commerces justement du quartier par rapport à la paille, par rapport aux matières résiduelles? Ben, tout à fait. En fait, c'est des organismes qui ont du financement pour notamment faire de la sensibilisation. Donc, c'est vraiment en lien avec ces actions-là. Eux, ils ont un lien privilégié aussi avec les gens de les organisations de leur quartier, de l'arrondissement. Donc, c'est une de leurs missions premières de faire cette sensibilisation-là. Et ils pensent quoi des pailles aux écoquartiers? Je leur ai pas posé la question spécifiquement, je dois dire. C'était la formation dont vous parlez, c'était avant l'été dernier, donc avant qu'on entende énormément parler de cette question-là. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est aussi le message de sensibilisation générale par rapport à la gestion des matières résiduelles pour pas, par exemple, pour le recyclage, il y a une certaine forme de déresponsabilisation quand on dit, de toute manière, je recycle, donc c'est une action qui fonctionne, mais aussi je vais pas recycler parce que le système fonctionne pas bien, donc je ne peux rien faire. Je n'ai aucun levier d'action individuelle alors qu'il y en a plusieurs. Et ça prend une combinaison de leviers d'action individuelle et collectif pour arriver à des solutions concrètes. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Mabilot, quel est l'état actuel de la crise liée à la pollution plastique? La pollution plastique, là, oui, ça fait vraiment peur. Chaque seconde, on produit 10 tonnes de plastique. Je pense que ça donne la mesure de l'ampleur de la problématique. C'est pour ça que quand on parle de paille et de plastique, on peut se dire c'est une toute petite partie, mais c'est quand même l'effet cumulé de la distribution de ces objets à usage unique qui jouent là. Les bouteilles de plastique, je pense que ça c'est vraiment très très gros. Puis j'espère qu'on ira rapidement sur des avancées sur cette thématique-là. À l'échelle de la planète, si on regarde le nord et si on regarde le sud, je suppose que la pollution plastique est pas la même. Nous, on produit beaucoup, puis on consomme beaucoup, on jette, puis ça se récupère plus au sud. Mais pour en revenir justement sur le recyclage, je pense que c'est vraiment le mythe qui nous retarde le plus dans le changement qu'on doit apporter. C'est cette idée que parce que les filières de recyclage existent au Canada, nécessairement tout est recyclé. C'est pas vrai. On estime, selon les chiffres de Statistique Canada, qu'entre 10 et 12% du plastique est recyclé. Donc ça veut dire que le reste se ramasse soit en site d'enfouissement ou alors est exporté vers les pays du Sud, comme vous venez de le mentionner. Et on se rend compte qu'il y a quand même assez peu de gens qui sont au courant de ça. Donc on va souvent pointer le doigt sur la Chine, sur la Malaisie, sur les Philippines, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait les produits, enfin les déchets qu'on retrouve là-bas sont européens, américains, canadiens. Et ce sont les nôtres des déchets. Et pas seulement, c'est certain, c'est pas 100% des déchets qui viennent de chez nous, mais cela dit, c'est un peu il y a un petit peu d'hypocrisie là-dedans. Donc pour régler ce problème, c'est sûr que le gouvernement actuellement prend pas la bonne direction, parce que ce qu'il veut, lui, c'est augmenter le taux de recyclage. Or, on voit qu'avec la production actuelle, qui est en passe d'augmenter, le recyclage, c'est vraiment utopique de penser que ça va régler la situation. Puis dans les océans actuellement, donc on parlait de 10 tonnes par seconde. C'est sûr que c'est pas juste des emballages à usage unique, il y en a une bonne partie pourtant, je pense que c'est de l'ordre de 40 à 50% du plastique produit qui sert à produire des emballages dont on va se servir 1 minute ou 12 minutes. C'est complètement incroyable de se dire qu'on utilise une matière qui est une matière
ultra durable pour un usage aussi temporaire. Donc c'est 8 millions de tonnes de plastique qui terminent dans les océans chaque année. Et si on veut réduire ça, c'est à la source qu'il faut agir. Oui. Quels sont les écosystèmes et les habitats les plus touchés par cette pollution plastique? Alors, je veux pas faire peur à personne, mais non, allez-y, on en a retrouvé absolument partout. On en a retrouvé dans le point le plus profond de l'océan, dans la fosse des Mariannes. On en a retrouvé dans les endroits les plus reculés, des îles qui sont même pas habitées. Faut savoir que le plastique qui se retrouve dans l'océan, en plus sous l'action du soleil, des courants, du sel, il va se décomposer en microplastiques. Donc ça, après, c'est ingéré par les animaux marins. On estime que 100 000, et puis encore une fois, c'est une estimation, là, 100 000 animaux marins meurent chaque année d'avoir ingéré du plastique. Donc, eux sont touchés, ce sont les premiers touchés, mais ensuite ça remonte petit à petit la chaîne alimentaire, puis on en a retrouvé dans le sel marin, on en a retrouvé dans l'eau qu'on boit, autant celle qui est embouteillée que celle qu'on trouve dans le robinet. Et donc puis partout. Oui, et récemment, évidemment, la fin c'est l'organisme humain. Donc il y a l'état des recherches actuellement, peut-être que on pourra confirmer, permet pas de connaître les impacts que ça va avoir à long terme, mais on sait que le plastique est partout actuellement. La jeune génération est déjà sensible aux questions environnementales. On a vu qu'elle prenait la rue récemment là pour manifester, et on a la chance d'avoir 3 jeunes femmes en studio aussi, donc vous êtes déjà sensibilisés. Mais comment parler à nos élus, aux élus municipaux, provinciaux et fédéraux pour créer de véritables changements? Oui. Je pense que si on savait faire et puis trouver le déclic, on serait beaucoup plus avancé dans la lutte à l'environnement. Mais en tout cas, moi, je sais que ce qui me mobilise à travailler sur le mouvement zéro déchet, etc., c'est que j'ai jamais vu une aussi belle opportunité d'atteindre une masse critique sur des questions environnementales. Je reste jeune, j'ai peut-être une carrière assez courte, mais c'est la première fois que je vois une aussi belle opportunité d'avoir autant de monde aussi positif sur leur impact, qui ont vraiment une volonté de faire les choses, de le montrer, que moi, je crois, et c'est un petit peu un coup de poker que je fais là-dessus, c'est que j'ai vraiment l'impression que ce mouvement-là peut apporter une masse critique et va chercher au-delà des personnes qui sont sensibilisées à l'environnement depuis des années et des années. Je dirais que c'est un petit peu le problème des groupes environnementaux, de réussir à aller chercher un peu plus loin que les environnementalistes déjà convaincus de base. Et selon moi, le zéro déchet en ce moment permet de franchir ce cap, et j'ai envie d'en saisir toutes les opportunités personnellement. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Comment parler à la génération qui a plus mon âge, on va dire? Parce que je sais que ma fille est très sensibilisée, mais comment convaincre ceux qui sont au pouvoir et qui sont là et qui prennent pas forcément les bonnes décisions? L'exemplarité. Oui, il y a plusieurs techniques. En fait, je pense que c'est vraiment une diversité des tactiques. Là. Mettons, je vais utiliser ce terme-là. Ça passe beaucoup par les enfants. J'ai entendu beaucoup parler de parents qui deviennent sensibilisés parce que leurs enfants reviennent de l'école, puis ils leur disent maman, papa, pourquoi on composte pas, ou bon, je veux générer moins de déchets. Pour rejoindre les élus, moi, je crois justement cette visibilité-là avec toute la jeunesse qui sort dans la rue, la présence dans les médias de plus en plus, tout ça va à
une certaine influence, parce que même si on a un gouvernement qui n'était pas d'emblée sensibilisé ou actif par rapport à l'environnement, éventuellement avec le temps, peut-être qu'il n'a plus le choix de voir que il y a quelque chose une proportion importante de la population et trouve que c'est important d'agir à ce niveau-là. Donc, moi, personnellement, entre autres, là, je vais former des élus municipaux sur la gestion des matières résiduelles. Donc, ça peut être un moyen de les sensibiliser éventuellement à passer à l'action de différentes manières, puis à présenter aussi l'importance de la sensibilisation là, pour accompagner les changements qui sont mis en place. Mais vraiment, c'est d'y aller de plein de manières, je pense. Puis l'exemplarité, comme Laure le mentionnait, de voir l'action beaucoup plus d'influence. Ma mère est devenue zéro déchet. Donc, grâce à vous. Donc ça fonctionne. Puis je dirais que faut pas hésiter aussi à aller leur parler. Ça a un impact tellement important de leur parler. Nous par exemple à l'association québécoise Zéro Déchet, on avait commencé à faire une tournée pour rencontrer l'ensemble des élus des arrondissements. Je pense que ça a un impact sur ils savent c'est quoi les sujets qui ressortent. Ils savent qu'est-ce qui est important aussi pour les citoyens qui vont voter pour eux, mais que c'est quelque chose à pas sous-estimer de parler à ces élus, à ces représentants. Ça a vraiment un bel impact, je pense, et ils porteront des projets en faveur des sujets dont ils entendent parler. Passons en mode solution. Donc chacune d'entre vous peut-être me donner 2 solutions assez facile peut-être à mettre en place ou pas trop compliquée ou pas trop longue pour d'abord éliminer ces pailles-là. Puis le plastique en général, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais on pourra parler aussi des matières résiduelles. Donc peut-être Madame Babilo. Je dirais traîner une gourde. Une gourde, c'est vraiment, vraiment facile, efficace. Et puis le vrac. Je pense que si on fait l'exercice d'aller dans une épicerie conventionnelle aujourd'hui et qu'on se concentre sur le plastique, ça fait peur. Il est absolument partout. Donc vraiment favoriser finalement en fait les solutions. Moi ça me fait vraiment plaisir de voir qu'aujourd'hui il y a énormément d'entrepreneurs qui mettent des valeurs au sein même de leur plan d'affaires. C'est vraiment l'objectif de leur entreprise, c'est d'être plus au cœur de l'environnement, et je pense qu'il faut favoriser ces entrepreneurs. Oui, Madame Le Rosic, vous avez une gourde justement à côté de vous. Oui, elle parlait d'eau, j'ai eu soif. Oui, donc là, oui, 2 solutions. Assez faciles et rapides. Déjà, peut-être commencer par analyser sa consommation de plastique en analysant le contenu de son bac de recyclage ou de sa poubelle de salle de bain, par exemple. Ça peut donner une bonne idée de où est-ce qu'on peut couper. Et où est-ce qu'il faut le faire. Deuxièmement, les achats, ce qui va nous faire souvent acheter du plastique, c'est les achats de dernière minute, les achats auxquels on n'a pas pensé, des achats impulsifs, ouais. Donc se préparer avant d'aller faire son épicerie, avoir une liste, préparer quand on a la chance, et encore là j'insiste sur le fait que tout le monde n'a pas une épicerie zéro déchet dans son quartier ou à proximité. Pour ceux qui ont la chance de l'avoir, bien se préparer avant d'aller faire son épicerie, et pour ceux qui n'ont que des supermarchés qui offrent du plastique, ça peut être bon d'aller parler aux gérants et peut-être d'en parler autour de soi pour que ça change, parce que on l'a vu au Royaume-Uni, il y a des supermarchés qui ont déjà pris les devants et qui ont décidé d'éliminer le plastique de leur marque maison. Ça devrait pas être si compliqué pour les supermarchés de changer. Il faut juste qu'il y ait une question de volonté, puis pour ça, il faut que leurs clients leur en parlent. Oui, Madame Côté, 2 solutions pas trop compliquées. Pour les pailles, j'ai une solution très simple qui est boire avec sa bouche. Oui, la plupart des gens ont cette possibilité-là. Donc là où c'est vraiment
incontournable d'avoir une paille, c'est parfois en situation de handicap ou dans certains contextes, mais autrement, on n'en a pas besoin. Donc, vraiment, la réduction à la source comme première solution. Puis, on a parlé beaucoup du plastique dans les éléments de consommation plus alimentaire, mais ça se retrouve aussi dans les composantes de notre quotidien. Dans un ordinateur, par exemple, il y a du plastique. Et une des actions concrètes, je pense, c'est de prolonger, de prendre soin des objets pour qu'ils durent plus longtemps. Donc, pour réutiliser, pour consommer moins en général, pour réduire notre empreinte environnementale. Donc, plusieurs outils existent, notamment des événements de réparation. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Tout ce qui se répare, qui est une communauté d'échange de pratiques où vraiment, je crois, c'est 5 ou 6 000 personnes qui partagent des trucs et astuces pour la réparation. Donc, ça, c'est une manière concrète d'avoir accès à des solutions là, pour prolonger la durée de vie des objets. Oui, dans les universités aussi, ils font des cafés réparotons. C'est ce genre d'initiative qu'on peut encourager aussi. Là. Quelles sont justement les initiatives, peut-être même plus internationales, qui peuvent nous inspirer? Est-ce qu'il y a des choses qui se font ailleurs qui peuvent inspirer notre manière de fonctionner ici? Mais en ce moment, je dirais au Québec, il y a le groupe Nourrir. Et si on n'a pas de solution pour faire du vrac en fonction de là où on habite, mais on peut s'investir pour créer une cellule Nourrir par chez soi. C'est quoi une cellule Nourrir? Alors Nourrir, c'est en fait un groupe d'achat citoyen et on va commander en avance les produits qu'on veut acheter. Puis ensuite on globalise la commande. En grosse quantité, puis on met ça dans des bocaux? C'est en plus grosse quantité, puis on arrive peut-être 1 mois, 2 mois après sa commande. On est tous ensemble, il y a 2-3 jours d'emballage. Et puis on récupère sa commande en apportant ses propres contenants. Fait que c'est zéro déchet, c'est des produits biologiques et ça permet de trouver des solutions un peu partout où on habite. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie aujourd'hui donc de Laure Mabilot, coordinatrice du festival Zéro Déchet, de l'association québécoise Zéro Déchet, d'Amélie Côté, spécialiste en gestion des matières résiduelles et consultante. Elle a un blog, on va mettre l'adresse du blog sur notre page, et d'Agnès Lerouzic, chargée de la campagne Océan et Plastique chez Greenpeace Canada. Merci. 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 C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous voulez réécouter cette émission? Restez à l'écoute des rediffusions cette semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois, il